Bienvenue à nouveau à ce premier congrès du télétravail ici à Lyon et en live streaming chez vous. N'hésitez pas d'ailleurs à nous poser vos questions via le site internet, le chat du site internet. Nous y répondrons tous ici présents sur ce plateau avec grand plaisir. Pour cette dernière conférence de la journée, aujourd'hui le 22 juin, nous nous posons la question de savoir si le télétravail est un levier d'attractivité nécessaire, entre guillemets, ça méritera peut-être d'être précisé, pour du futur recrutement. Alors, pouvons-nous faire marche arrière et revenir à une organisation du travail sans télétravail? Cela semble aujourd'hui impossible. On est passé dans une autre ère. Pourtant, un tel engouement plébiscité par les salariés doit être évalué au regard du maintien, voire de la progression de la performance économique de l'entreprise. Elle ne saurait être observée en dehors de ce critère-là. Qu'en est-il du côté du collaborateur et plus particulièrement des futurs recrutés ou qui vont arriver sur le marché de l'emploi et en entreprise? Quel rapport ont-ils avec le télétravail et de manière plus générale avec cette évolution possible de la relation contractuelle avec l'entreprise? C'est les questions qu'on se posera. Est-ce que demain, le recruteur devra d'office intégrer, voire faire valoir le télétravail comme clé d'attractivité? On est ensemble pour répondre à ces questions. David Beaurepaire est avec nous, mais à distance. Il téléparticipe à la conférence. Bonjour. Bonjour. Parfait, je vous entends parfaitement bien. Vous êtes directeur délégué de Hello Work, une entreprise dédiée à l'accompagnement des entreprises et des RH sur les enjeux de recrutement. Est-ce que c'est ça? Alors c'est ça, tout à fait. Une rapide présentation de Hello Work. Je ne sais pas si c'était là la séquence que vous souhaitiez faire, mais n'ayant pas de retour, je vais le faire comme ça. Retour image, je veux dire. Donc Hello Work, on intervient à la fois sur la mise en relation des candidats avec les recruteurs et à travers des plateformes plus connus sous le nom de Région Job, de Paris Job ou de Cadréo. Et également des candidats mis en relation avec des organismes de formation, avec une plateforme telle que Ma Formation ou avec Diploméo. Et puis également sur des solutions logicielles à destination des recruteurs visant à faciliter soit l'expérience candidat ou l'expérience recruteur. Parfait. N'hésitez pas à parler un tout petit peu plus fort. Ça marche. Pour tous ceux qui nous écoutent. Malheureusement, on vous a à distance dans des conditions techniques un tout petit peu moins bonnes que les personnes présentes ici sur le plateau. Patrick Favre, bonjour, vous êtes directeur exécutif du cabinet de recrutement Michael Page, représentant de l'ABRH, tout comme David Beaurepaire. Merci d'être présent ici. Damien Saillard, vous êtes associé du cabinet Mermoz et Associés, donc c'est un cabinet de chasseurs de têtes. Et enfin, Stéphane Terry, vous êtes business developer et chef de projet du label WeWo, qui est la contraction de Work In, Work Out. Oui, je suis très érudit, j'ai bien écouté ce que vous m'avez dit. Par où commencer? Je suis ravie de vous avoir d'abord pour se poser la question du recrutement, parce que post-Covid ou pas, le recrutement est un enjeu majeur et qui est en pleine mutation au sein de ce monde du travail lui-même, en pleine mutation. Alors, si on devait faire un lien avec le Covid, on pourrait dire, et spécialement en ce moment où les saisons s'apprêtent à s'ouvrir du côté de la restauration et autres, des métiers saisonniers, on entend dire partout que c'est difficile de recruter. Est-ce que c'est vrai? Et comment on explique ça? Qui veut répondre? On va faire tourner la parole. Il y a quelque chose déjà de très rassurant, c'est que le marché de l'emploi est vraiment reparti. Ça, c'est quelque chose qui est certain. On sent effectivement les entreprises qui sont reparties dans une logique, dans une dynamique de recrutement. Donc ça, c'est effectivement, c'est bien. Ensuite, oui, est-ce que c'est difficile de recruter? Il y a toujours des segments de marché ou des fonctions sur lesquelles il y a de la tension, de la forte tension. C'était le cas en 2018, c'était le cas en 2019. Ça a été effectivement mis en stand-by entre guillemets en 2020, mais ça a simplement reporté le sujet d'une grosse année entre guillemets. Vous l'observez aussi chez Michael Page? Oui, complètement. Les fonctions ou les secteurs qui étaient sous tension avec des marchés pénuriques le sont toujours, le sont peut-être même encore plus. Et avec, ce sera le sujet de notre échange, mais avec en plus peut-être un niveau d'exigence et des nouveaux critères aussi qui apparaissent dans la recherche des candidats et qui viennent encore complexifier le recrutement complètement. Complexifier, c'est-à-dire pour celui qui est chargé de recruter? Notamment, oui.
Oui, pour l'intermédiaire que nous sommes en tant que cabinet de recrutement, mais in fine pour l'entreprise qui aujourd'hui est en recherche de nouvelles ressources, avec en face d'elle des collaborateurs qui ont découvert une nouvelle organisation dans leur travail, qui sont aussi de plus en plus sollicités. Et nous allons en parler, mais l'accès au télétravail peut être un de ces critères et fait partie de plus en plus, effectivement, presque d'un critère discriminant dans ce qui sera l'appréciation d'une offre par rapport à une autre. Pour autant... Pardon. Oui, mais qui me parle? Oui, allez-y, prenez la parole, David. Oui, non, juste, je me permets pas d'intervenir sur ce sujet justement des difficultés de recrutement. À la fois, on a effectivement un marché du travail qui a pleinement repris. Et lorsque l'on observe, là, on a plus de 200 000 offres qui sont diffusées actuellement sur nos plateformes, que ça soit en intérim ou en CDI, CDD. Donc, dans la majeure partie des secteurs d'activité, on a une économie qui a repris. Et de l'autre côté, des candidats qui sont aussi de retour, mais qui ne sont pas de retour avec les mêmes attentes. Donc, effectivement, c'est l'objet de notre échange là, et notamment des sujets sur la localisation des postes. On voit que c'est un enjeu qui est très important et avec des aspirations aussi à l'ailleurs, alors qui se transforment ou pas en réalité, mais il y a quand même ce sujet-là du vivre éventuellement ailleurs ou ponctuellement ailleurs, ou de travailler ponctuellement ailleurs. Et là, on a des transformations assez importantes sur ce qu'on observe en quanti, sur où sont localisés les candidats et où sont localisées les offres qu'ils regardent. Et lorsqu'on croise ces données-là, on voit qu'il y a des évolutions entre 2020 était un petit peu à part sur la même période, parce qu'on a une forte effet de saisonnalité, mais si on les compare en tout cas à 2019, on voit qu'on a des changements assez importants, et notamment du côté des métropoles qui aspiraient un petit peu tous les actifs. Je parle pas d'Île-de-France, qui est un cas à part. Voilà, Paris est un cas encore à part, mais je dirais Lyon, Bordeaux, Nantes, Rennes et Lille. Et on voit que c'est un petit peu moins le cas, avec des aspirations sur des villes moyennes. D'accord, bien. Stéphane Théry, vous avez, au sein du label WeWork, créé un nouveau label justement pour le télétravail. Donc, sous quels critères est-ce qu'on peut obtenir ce label? Pourquoi l'avoir créé? Quelle est sa légitimité? Écoutez, merci pour cette question, effectivement, qui intervient alors, après la période Covid. Alors, je rassure tout le monde. Donc, c'est tout récent? Alors, c'est récent, mais c'est récent bien avant le Covid. Ça veut dire que nous, on a initié cette démarche il y a plus de 3 ans. Donc, je vous rassure, ce n'est pas nous qui avons lancé le Covid, je tiens à le préciser, même s'il n'y a pas de doute. Mais l'idée, pour tous les complotistes qui nous regardent, c'est ça. Petite pensée. Ça nous a, entre guillemets, donné aussi un élan, mais c'est vrai que l'initiation du label a été faite il y a un peu plus de 3 ans, dans l'idée de rendre visibles justement les entreprises qui ont déjà déployé le télétravail bien avant le Covid avec des bonnes pratiques, mais qui est resté invisible de fait aussi de ce côté encore marginal du télétravail. Mais de ce fait, le Covid a quand même largement accéléré le phénomène, a démocratisé aussi cette nouvelle organisation. Et pour nous, il était important justement de rendre visibles ces entreprises qui ont su mettre les bonnes pratiques pour rendre à la fois l'équilibre de l'entreprise, de sa rentabilité et de la qualité de vie des télétravailleurs. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième qu'on a associé aussi, c'est cette certification de compétences, parce qu'on se dit que finalement, télétravailleur, c'est pas inné. Il faut des aptitudes de savoir-faire, de savoir-être. Et donc la certification de compétences va flécher et des télétravailleurs et les managers pour justement aussi les rendre visibles sur le marché du travail. D'accord. C'est-à-dire qu'un travailleur peut demander le label du télétravailleur. Alors une entreprise va demander le label parce qu'on labellise des bonnes pratiques et l'individu collaborateur, lui, va demander une certification télétravailleur ou manager selon le profil qu'il peut avoir. D'accord. Vous dites que dans la guerre des talents du recrutement, le salaire ne suffit plus. Effectivement, en tout cas, de ce qu'on peut observer aujourd'hui, et encore une fois, le phénomène de Covid a accéléré cette vision de ce que peut avoir un collaborateur demain, c'est de se dire, et notamment la nouvelle génération, qui est de dire aujourd'hui, le salaire ne suffit plus pour courtiser des profils qui, avant tout, jusqu'à maintenant, suffisaient. Aujourd'hui, effectivement, le fait d'avoir cette flexibilité, cette facilité d'organisation, cette capacité à pouvoir télétravailler ou pas, permet justement d'aller chercher des profils qu'en tant qu'entreprise, on n'avait pas forcément la capacité à aller chercher.
Sur le plateau, vous êtes tous les deux d'accord. David Beaurepaire peut-être aussi, je ne sais pas. Comment on explique ça? Quels sont les nouveaux leviers d'attractivité, outre le salaire, pour parvenir à recruter et recruter efficacement? Parce que je crois que recruter, ça peut être plus ou moins évident, mais il faut tenir dans la durée. Voilà, passer l'année et demie, je crois, ou l'année, en fait, c'est souvent là le plus gros défi pour un manager ou un recruteur. Oui, je rejoins effectivement ce que disait Stéphane, c'est-à-dire que déjà le télétravail existe quand même depuis 2005. Oui. Donc, enfin, au niveau de la loi en tout cas. Au niveau de la loi, le Covid a été un super accélérateur. Ouais. Donc on peut retirer une leçon très positive, entre guillemets, d'une période qui a été extrêmement compliquée pour les entreprises, pour les salariés et pour les recruteurs. C'est effectivement que ça a accéléré cette notion de ouverture au télétravail. Ça a démocratisé le système. Ensuite, ce qui serait intéressant, c'est de l'aborder en mode flex office. C'est-à-dire, effectivement, c'est un vrai levier d'attractivité pour les entreprises de proposer à leurs futurs salariés un combiné où on peut être à la fois en entreprise et à la fois de travailler de chez soi. Alors, ça demande effectivement de la certification, du label, des méthodes de travail, une organisation interne pour les managers qui doivent suivre leur équipe, sachant que les équipes peuvent aller jusqu'à 3 jours ou 4 jours maintenant par semaine en télétravail. Donc c'est tout un sujet d'organisation, mais oui, c'est un vrai levier d'attractivité pour faire la différence, et notamment dans les entreprises qui ont des postes en région à pourvoir qui sont quelquefois compliqués parce qu'il y a des tensions sur certaines compétences ou certaines expertises. Eh bien, cette faculté de mettre en place du flex office, ça permet d'attirer des personnes chez soi, mais à la fois à distance. Est-ce que vous, on va revenir après, je vais vous donner la parole sur cette question précise pour rejoindre les propos de vos collègues, mais est-ce que sur vous, recruteurs, en fait, qui recrutez pour le compte d'entreprise, vous avez à faire un petit peu de pédagogie auprès de vos clients sur cette question-là? En insistant, en disant que voilà, aujourd'hui les profils, peut-être voilà, de plaider en faveur de profils inattendus ou pas, mais qui veulent eux du télétravail et pour qui c'est normal. Voilà, ça peut, j'imagine, rentrer en confrontation avec les désirs des managers, de vos clients. Complètement. Un travail d'éducation, je pense que c'est le bon terme, avec alors une population en face de nous de dirigeants, de DRH, d'opérationnels qui réagissent différemment. De ce que je peux constater, c'est peut-être sur la population RH une prise en compte de cette conduite du changement nécessaire peut-être plus rapide, et sur la population des opérationnels directement concernés par le recrutement, un frein peut-être un petit peu plus fort, et tout l'intérêt pour nous de leur apporter par retour d'expérience le bénéfice de ce que peut être le flex office, par exemple. Pour l'illustrer, pour être dans le concret, je vais prendre l'exemple d'un de nos clients qui est basé dans un milieu rural plein Auvergne. Pour une fonction sédentaire, était resté sur un schéma pré-Covid, à vouloir avoir son futur collaborateur 5 jours présent. Une recherche qui durait plus d'1 an. Nous avons été sollicités, nous lui avons démontré ce que pourrait être l'intérêt d'un régime hybride, en quelque sorte, et finalement, le recrutement a abouti en moins de 2 mois. Donc c'est l'illustration de l'ensemble des propos de mes confrères, où effectivement, cela peut être un accélérateur. En fait, vous êtes des médiateurs un petit peu en tant que recruteurs. Oui, des médiateurs, oui, complètement. On conseille. Voilà, c'est aussi... Oui, voilà. vous ne pouvez pas décider, vous pouvez conseiller seulement. Voilà. Expliquer peut-être. En fait, la force que l'on a quand on est recruteur, c'est qu'on intervient sur plein de secteurs différents, pour plein d'industries différentes, et donc on voit ce qui peut se passer à droite et à gauche. Et on voit quand ça fonctionne, eh bien on peut conseiller certains clients qui sont plutôt dans la réserve, dans la retenue, qui n'osent pas. Donc on apporte des exemples très concrets de réussite, et effectivement, c'est au-delà du fait d'apporter une solution d'une personne qui va être recrutée, tout notre rôle, c'est de conseiller, c'est d'amener les personnes à réfléchir
des nouvelles méthodes de recrutement. Des nouvelles pratiques. Je reprends la parole pour vous poser la question d'une téléspectatrice, Nathalie Fajniz. Excusez-moi si j'écorche le nom de famille, vous vous reconnaîtrez. Comment accompagner les DRH dans cette révolution du travail? Vaste question. David Bourpère, je ne vous oublie pas, vous êtes là. Est-ce que vous voulez prendre la parole? Oui, alors justement sur ce sujet, et pour réagir un petit peu sur les propos qui ont été tenus, nous avons mené une étude qui n'a pas encore été publiée, qu'on va publier là d'ici la fin de la semaine, mais je peux vous partager quelques résultats, et notamment sur la perception, le regard du côté des professionnels des ressources humaines et du côté des personnes en poste, et notamment par exemple sur le sujet du flex office. On voit qu'on a une très très forte majorité de la population RH qui est très enclin au flex office, à plus de 90%. Donc tout à fait ouvert au flex office. Du côté des collaborateurs, c'est un petit peu moins le cas. On voit qu'ils sont 60% à estimer que c'est oui, bien ou très bien. Mais pour 40% d'entre eux, il y a quand même plus d'inconvénients que d'avantages. Donc on voit que c'est effectivement une démarche qui doit être accompagnée, avec aussi des réflexes de je perds mon bureau, je perds mes habitudes, etc., etc. Donc on voit que c'est quelque chose qui doit être accompagné. Et on regarde ça, si on interroge à la fois les actifs et les recruteurs sur leurs aspirations et attentes vis-à-vis du télétravail, tout le monde, en tout cas du côté des RH, tout le monde est d'accord pour dire que ça a changé fondamentalement les choses. Et avec du côté des candidats, enfin des actifs pardon, en poste, une aspiration, ce qui nous a surpris, hein, près de 50% d'entre eux se disent pourquoi pas le 100% télétravail. C'est pas dire qu'ils sauteront le pas, mais ils se disent pourquoi pas. Là où du côté des professionnels des ressources humaines, on est beaucoup plus sur la retenue et avec un équilibre qui est autour de 3 jours, 3 jours en présentiel et 2 jours en télétravail. Alors, oui. Pardon, je vous en prie. Vous parliez des jeunes générations, je crois. Damien Seillard, lorsqu'on a préparé cette conférence, vous avez évoqué aussi le clivage que vous observez entre les générations. C'est une question primordiale, je crois, dans le cadre du recrutement. Et alors, là où vous m'avez surprise et que vous m'avez dit, mais en fait, les jeunes, ils ont envie de revenir en entreprise. Moi, je pensais que c'était tout l'inverse. Ouais. Hein, pour les millennials, on en parle beaucoup, ceux qui sont nés entre 85 et aujourd'hui, on va dire, grosso modo. Je pensais que c'était l'idée de pouvoir travailler partout dans le monde, etc. J'imaginais pas qu'ils avaient envie de revenir au bureau. Comment vous observez ça et comment vous l'expliquez? En fait, je pense qu'il ne faut pas opposer la mobilité des personnes, des jeunes qui veulent aller effectivement conquérir le monde et se faire des expériences à l'international et la volonté de travailler en télétravail. Je pense que c'est vraiment deux sujets différents. Aujourd'hui, on a une population effectivement active, jeune, qui a été confinée et qui a été un peu contrainte plutôt, dans des échanges vraiment, des échanges sociaux, etc. Donc il y a eu ce lien qui s'est cassé. C'est-à-dire que l'entreprise, pour ces jeunes, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'échange, et pour eux, c'est une nécessité effectivement d'aller en entreprise pour garder le lien social. Ensuite, nous, ce qu'on voit effectivement le clivage, c'est que, en tout cas sur les populations que nous accompagnons dans les recrutements, qui sont plutôt des populations de managers ou top managers, c'est des populations qui ont déjà une certaine situation, un lieu une habitation, des appartements, un lieu de vie qui est suffisamment grand pour accueillir le travail. Pour accueillir le travail à la maison. Un jeune aujourd'hui, il n'a pas forcément cette solution. Alors après, effectivement, on peut dire, voilà, les quarantenaires, ils ont une famille, ils ont des bambins qui courent partout, etc., surtout en confinement. Mais une fois que le confinement est passé, les bambins, ils sont à l'école. Donc, les quadras, ils peuvent effectivement s'octroyer des espaces de travail et c'est assez agréable. Un jeune, aujourd'hui, il n'a pas envie effectivement, d'inviter son espace de travail chez lui. Il a une surface de vie qui est plus petite. Il n'a pas envie, surtout, de se détacher du lien social qu'il peut retrouver avec ses collègues. Oui, puis il n'a pas forcément non plus le recul d'expérience. Avec cette porosité vie perso, vie pro, il aura du mal en plus à peut-être jauger et mettre le curseur là où il faut. Donc c'est là, et pour répondre à la question de Nathalie, c'est aussi d'accompagner par de la formation et du conseil, parce qu'encore une fois, le télétravail, ce n'est pas une organisation innée pour tout le monde, et que quel que soit le
le niveau dans l'entreprise, que ce soit le collaborateur ou le manager, et je flèche surtout le manager, parce que malheureusement, on va dire que la carence, c'est là où on la trouve essentiellement, c'est cette capacité à manager à distance qui va faciliter ou pas justement le déploiement du télétravail. Donc je pense qu'il y a une nécessité de pédagogie, de sensibilisation pour l'entièreté de l'entreprise, et d'autant plus qu'avec le travail pandémique qu'on a vécu depuis mars 2020, ce n'est pas le télétravail dont on revendique tous, parce qu'effectivement les extrêmes ne sont jamais bons, du full remote c'est dur pour tout le monde. L'idée, c'est effectivement d'avoir cette mixité, cette hybridation entre du présentiel et du distanciel. Et c'est ça qui fera qu'aujourd'hui, ça s'installe dans la durée, en tout cas. Pourquoi c'est devenu un sujet si prégnant alors que finalement, le télétravail, ça n'existe pas depuis hier du tout? Parce que c'est devenu de façon massive, d'un seul coup, dans l'urgence. Il n'y a pas eu de préparatif. La veille du 13 mars, personne n'avait pensé télétravailler comme ça dans l'obligation. Ou est-ce qu'il y a eu tellement de résistance avant ce coup de poignard que finalement on n'a pas avancé et aujourd'hui on se retrouve un peu des deux peut-être. Contraint d'avancer. Qu'est-ce qui a changé dans le recrutement? Parce que ça c'est un point primordial. On parle du marché du travail d'abord. Comment il va? En quelle santé il est? Est-ce que c'est facile de recruter? Quels sont les candidats les plus volontaires? Quels sont les traits que vous observez chez eux qui peuvent capter votre attention? Qu'est-ce qu'on va chercher chez un bon candidat aujourd'hui? Alors, avant de vous répondre, je vais revenir sur ce qui était une de vos interrogations sur, au-delà de l'attractivité et de l'acte d'attirer... du salaire. Et du salaire, et puis comment je maintiens l'employabilité aussi, ce qu'on appelle nous la rétention du collaborateur au-delà de l'année et demie. Effectivement, le salaire, bien avant le Covid, n'était plus forcément le premier critère. Le sens, la marque employeur, l'éthique peut-être. L'éthique, on parle de politique sociétale. Je pense que ce sont autant de critères qui maintenant font partie prenante d'une évaluation d'une offre et d'un potentiel Pour employeur. tous les âges ou ce sont seulement les plus jeunes générations qui sont désireuses? Alors c'est très prégnant sur effectivement les jeunes générations. Mais je pense que ça se généralise. Ça se généralise. Et dans tous les secteurs, le textile par exemple, dont on sait que au niveau de l'éthique, il y aurait des choses à redire ou... Alors, je ne me permettrai pas de porter un non, mais jugement sur est-ce que ça concerne tous les secteurs ou est-ce qu'il y a des secteurs en particulier qui sont concernés par ce désir de changement, cette appétence pour... Alors mon propre retour d'expérience étant face à une population de cadres, donc qui ne couvrent pas l'ensemble du marché de l'emploi, je ne vois pas forcément de différence sectorielle. Ce qui est important, on parle d'accès au télétravail, il faut qu'il y ait une conduite du changement, à la fois, pour répondre à votre question, sur ce que sont peut-être maintenant les compétences recherchées du collaborateur, mais également dans le monde de l'entreprise. On ne peut pas simplement dire je donne accès à 1, 2, 3 jours de télétravail sans derrière apporter une modification. Pour ce qui est du candidat, sur un régime hybride de 2, 3 jours, soit en présentiel, soit en distanciel, ça implique d'autres leviers dans le quotidien, ça implique des formations. Le manager aujourd'hui doit former ou accompagner peut-être de manière différente. Il faut donc que l'entreprise puisse apporter ces formations-là, ces labels par exemple. C'est faire en sorte que lorsque nous sommes en temps de présence dans l'immeuble de l'entreprise, le bureau ne soit pas perçu comme une contrainte. Il faut qu'on y voit un sens. Pourquoi je fais ces 2 jours par semaine dans mon bureau? Il faut qu'on apporte autre chose. Vous évoquiez les jeunes diplômés ou effectivement peut-être les plus jeunes collaborateurs en recherche, ils ont besoin de ce lien social. Donc il faut que le bureau se transforme dans effectivement ces dynamiques-là. Et pour le candidat, c'était déjà très marqué, même avant le Covid, on a vu apparaître la notion de soft skills, de compétences plus comportementales. On parle d'obsolescence des compétences dures qui sont des compétences techniques. C'est de plus en plus vrai. Aujourd'hui, le candidat va évoluer rapidement sur des fonctions, mais il va devoir évoluer aussi à distance. C'est beaucoup d'agilité, c'est d'adaptabilité. Ce sont des réflexes différents aussi dans des échanges. Et dans ce nouveau cadre de recrutement, comment vous faites pour évaluer la qualité alors d'un candidat ? Puisqu'on n'est pas basé sur les mêmes critères qu'auparavant. Déjà, il faut que ça vienne de lui. Il faut qu'il exprime sa volonté, il faut qu'il exprime ses choix de fonctionnement.
pour qu'on puisse effectivement discuter avec lui et savoir si c'est envisageable par rapport à l'organisation d'un de nos clients. En fait, il faut toujours, dans un recrutement, c'est ce qui est vraiment important, il y a effectivement la partie compétences stricto sensus, mais finalement, c'est 30% de la valeur d'un recrutement. Ce qui va vraiment faire la valeur d'un recrutement, c'est tout le reste, c'est 70% du mode de fonctionnement, du projet, de l'ADN, du fonctionnement du candidat et du client. Si sur cette base-là, on arrive à trouver des modes qui sont communs ou complémentaires, évidemment, le recrutement va être solide et va pouvoir se faire dans la durée. Donc en fait, il faut faire exprimer au client son besoin et sa façon de fonctionner. Et de la même façon, il faut demander au candidat, qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous attendez de l'entreprise demain. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il recherche globalement aujourd'hui, le candidat? Il ne recherchait pas forcément. Il cherche de plus en plus des sujets de motivation autour d'un confort entre vie personnelle et vie professionnelle. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus important, de plus en plus prégnant. Donc le travail est moins une valeur refuge qu'elle a pu être dans des années peut-être antérieures. C'est pas une valeur refuge. Faut pas que je suis pas sûr qu'on puisse parler de valeur refuge. C'est une valeur essentielle dans la construction, en tout cas sur la population des cadres. C'est une valeur essentielle dans la construction. Pour autant, il ne faut pas que ça vienne en contradiction avec un équilibre de vie personnelle. Je pense aussi que c'est un marqueur on parle de marque employeur, on pourrait aussi parler de marque employée. Le fait de pouvoir et de savoir télétravailler demain, c'est aussi un moyen de se mettre en valeur au-delà de la direction, mais de ses collègues aussi. Parce qu'aujourd'hui, télétravailler nécessite un certain nombre d'aptitudes. Et le fait de lui confier du télétravail, c'est aussi le valoriser, c'est lui donner confiance, de montrer qu'on a confiance, de montrer son degré d'autonomie. Et je pense que c'est aussi un moyen de valoriser sans mettre de l'argent sur la table, de proposer ce statut de télétravail, à condition bien évidemment que les accès au télétravail puissent le faire. C'est-à-dire qu'au-delà de son job, c'est aussi ses missions et ses tâches qui va permettre de faire 1 ou 2 jours ou 3 jours de télétravail. Et d'ailleurs, les études montrent aujourd'hui que le télétravail n'a pas du tout abîmé la productivité des entreprises. Non, bien au contraire. Au contraire. Au contraire. Au contraire. Comment est-ce que vous défendez auprès d'un client, je m'adresse particulièrement à vous deux, Patrick Fèvre et Damien Saillard, un candidat qui se porte, un candidat à une des offres d'emploi de vos clients, qui défend et souhaite le télétravail, voilà, c'est une condition pour lui, face à un manager qui ne le souhaite pas. Comment est-ce que vous le défendez ? Alors, je pense que c'est un peu ce qu'on se disait avant, avant la conférence. Avant la conférence. Alors dites-nous. C'est beaucoup par retour d'expérience et d'expliquer concrètement ce qu'est la valeur du candidat, ce qu'est la valeur du candidat pour l'entreprise, au-delà d'une disponibilité en présentiel 5 jours par semaine. C'est d'expliquer effectivement son adéquation aux valeurs de l'entreprise. Le fait que nous évoquions la rétention, l'employabilité de ce candidat-là sera prolongée par rapport justement à un régime hybride qui lui correspond mieux, sur ce que peuvent être aujourd'hui des retours de l'expérience du candidat sur sa capacité à travailler en autonomie. Je crois que Stéphane l'évoquait, l'autonomie est très recherchée aujourd'hui comme critère. Elle ne l'a pas toujours été ? Est-ce que on a l'impression que ça a toujours été quelque chose de bien de mettre sur son CV autonome, rigoureux. Vous savez, les grands classiques, autonome, rigoureux et je ne sais plus quoi. Mais... Oui, alors ça peut être aussi un vœu pieux, hein, mais entre les murs de l'entreprise, l'autonomie. Il peut y avoir une autonomie, mais il peut y avoir un contrôle qui est peut-être plus simple aussi. Et c'est vrai qu'il faut apprendre à travailler avec aujourd'hui une distance. Ça veut dire plus de langue de bois en fait. Ça veut dire plus de langue de bois. Aujourd'hui, si on parle d'autonomie, il va falloir le prouver. Concrètement. C'est surtout nécessaire à distance. Ouais. C'est-à-dire qu'on ne peut pas manager à distance si on n'a pas un degré d'autonomie suffisant et comme disait Patrick, une autonomie associée également à une confiance. Ça va de pair. Donc,
À distance, il faut maintenir un sentiment d'appartenance. C'est important, c'est ce qui va faire le ciment d'une relation qui va, qu'elle soit effectivement personnelle ou professionnelle, c'est ce qui va faire qu'elle dure et qu'elle fonctionne. Même si on est sur un régime hybride mixte, même 50-50, le sentiment d'appartenance, on peut l'imaginer peut-être moins fort ou plus fragile quand on est loin. Et ce sentiment d'appartenance, il repose sur la confiance. Donc aujourd'hui, en tant que manager, notre rôle, c'est effectivement de faire confiance, de mettre en confiance. C'est primordial. C'est primordial pour que ça puisse effectivement derrière fonctionner. Il faut que toutes les parties prenantes de l'entreprise soient acteurs sur le sujet. Ouais. Je prends le cas par exemple des entreprises qu'on a labellisées dernièrement, qui est Orange, pour ne pas les citer, ou HP, sont des entreprises qui ont une grande maturité sur le sujet et qui ont su déployer avec les outils qu'il fallait, le discours qu'il fallait, l'accompagnement qu'il fallait, et qui permet justement, comme disait tout à l'heure Patrick, c'est à la fois de pouvoir aussi conserver de cette fidélité des employés, et en même temps d'aller courtiser d'autres profils, mais surtout aussi de pouvoir conserver son vivier de compétences au sein de la structure. David Bourpère, vous êtes là ? Oui, tout à fait. Et justement, je voulais ajouter un point, parce qu'on reste quand même dans une période qui est un petit peu transitoire. On sort de ce 3e confinement, on n'est pas à l'abri d'avoir un 4e, évidemment, personne ne le souhaite, mais on reste encore dans une phase un peu transitoire, et les entreprises sont encore dans des organisations qui pour certaines en tout cas, se cherchent ou vont continuer d'évoluer. Et à côté de ça, si on s'intéresse à une entreprise un peu emblématique qui est Facebook, on voit que Mark Zuckerberg a déclaré que le recrutement en full remote était maintenant quasiment la norme, en tout cas pour un certain nombre de postes, mais avec aussi un sujet qui est la rémunération. Et qu'en gros, en fonction du bassin d'emploi où ils vont recruter, le niveau de rémunération ne va pas être le même pour le même poste. Donc, ils vont s'adapter. Et donc, on voit que là, ça se fait aussi au bénéfice de l'entreprise, en tout cas de son résultat d'exploitation. Donc, ça engendre aussi des comportements, en tout cas toujours un peu radicaux du côté des Américains. Je pense qu'en France, on va être un petit peu entre les deux. Mais voilà, ils optent aussi pour des solutions aussi radicales que celle-ci. Et là, les entreprises, on voit qu'elles recrutent en remote, elles recrutent en précisant télétravail sur les offres d'emploi, mais pas tout le temps. On voit que la plupart du temps, en fait, c'est quelque chose qui est plutôt abordé lors de l'entretien et qui n'est pas encore très mis en avant, à la fois dans les offres d'emploi, dans les échanges que peuvent avoir les recruteurs avec les candidats. Ça fait partie d'une négociation. Ça fait partie d'un temps 2. C'est pas encore structuré, c'est pas encore, c'est pas entré encore dans les systèmes d'information des entreprises. C'est pas encore, voilà, on est encore dans une phase, un entre-deux, quoi. Je posais la question lors d'une conférence précédente. Alors évidemment, il n'y a personne ici au ministère du Travail pour me répondre, mais ça ne nous empêche pas de réfléchir à la question du droit du travail et du contrat qui va lier le salarié à son employeur, puisque finalement tout se modifie, les tâches, les horaires, tout ça va devoir trouver un cadre législatif, et il y a fort à parier que ça impacte donc l'aspect juridique. On avait un peu évoqué ça ensemble, David Bourpère. Quel est votre sentiment sur cette question ? Ça ne va pas être simple. Oui, ça ne va pas être simple, non, c'est sûr. Non, que ça va pas être simple, que ça va pas être simple et que... et puis, alors, juste une petite parenthèse, là, nous sommes dans le cadre du congrès du télétravail, mais il y a quand même beaucoup d'emplois en France qui ne sont pas télétravaillables. Le secteur du BTP, on parlait de difficultés de recrutement et qui, par exemple, est confronté à de très grosses difficultés de recrutement actuellement. Donc, il y a une partie des emplois en France où, en gros, le télétravail est quand même un non-sujet. Non, sur les aspects législatifs et légaux, je suis pas certain que nous allons avoir une réforme là d'envergure d'ici mai 2022. Donc, je pense qu'on va plutôt être sur une phase voilà, où on va être en gros tout le monde à faire avec le droit actuel, mais une réforme qui encadre, ou en tout cas qui plus qu'encadrée, qui valide cet élément comme un élément maintenant un peu structurant sur le travail, sera nécessaire, mais je pense qu'elle va attendre encore 12 mois. Mais il y a une équité, effectivement, et un souci sur ce qui peut être une inégalité, je ne sais pas si c'est le bon terme, entre le col blanc et le col bleu. Ça, c'est une évidence. Donc, je sais que pour échanger régulièrement avec un certain nombre de DRH, c'est une question qui, aujourd'hui, est compliquée. Est compliquée dans ce que pourrait être derrière des accords au sein d'une entreprise. Ce qui fait qu'on est aujourd'hui, pour l'instant, peut-être plus sur des ajustements et sur presque du cas par cas.
Mais comme l'expliquait David, ça ne va pas être simple. Ça, c'est une certitude, oui. Ça peut créer du conflit. Ça peut créer des sentiments d'inégalité. Ce qui n'est pas forcément le cas, hein, puisqu'il y a certains postes qui nécessitent de toute façon une présence en entreprise. Et il faut les valoriser. Il faut valoriser cette présence. Oui, je pense que si le télétravail existe, c'est parce qu'il y a aussi des non-télétravailleurs. Bien sûr. Il ne faut pas les oublier, c'est une grande famille et que l'un a besoin de l'autre, qu'il y a une notion de réciprocité obligatoire. Après, on parle de structures privées, il ne faut pas oublier que les structures publiques aussi télétravaillent. Oui, bien sûr. Et qu'il va y avoir certainement un rapprochement, je pense aussi, pas de législation, mais en tout cas de méthodologie. Hein. Le public est quand même très voisin, nous, en termes de fonctionnement, que les structures privées, même si elles ont des spécificités, mais globalement, on peut imaginer qu'elles puissent avoir la même façon de mettre en place le télétravail. Donc c'est peut-être là aussi qu'il va y avoir des changements, des simplifications certainement aussi. On a beaucoup parlé des nouvelles générations, pour revenir un petit peu sur ça. Quel est les plus gros défis actuels au recrutement? Est-ce que c'est de faire avec justement les désirs de cette nouvelle génération? Est-ce que c'est ce télétravail qui arrive, qu'on a quand même vu arriver, mais voilà, qui là s'est imposé? C'est quoi les défis actuels les plus importants pour garantir une cohérence et un bien-être au travail pour chacune des parties concernées? Je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, le distanciel et ce contexte inédit que nous avons tous traversé a libéré aussi un peu la parole. Et ce qui est aujourd'hui peut-être plus marqué, c'est d'avoir des flux d'informations plus importants et se rendre compte de toute la diversité de collaborateurs au sein d'une même entreprise et de ce qu'est leur rapport au travail. C'est sûr qu'à partir du moment où on doit composer avec beaucoup plus d'attentes, ça complexifie le travail. Ça, c'est une certitude. Après, je ne sais pas s'il faut opposer la jeune génération et la moins jeune. En tout cas, il faut l'encourager à créer du lien et à dialoguer. Voilà, et c'est exactement, pas opposer. Voilà, et c'est exactement ça, ce qui me fait dire que il n'y a pas aujourd'hui de normes, c'est trop tôt. J'espère qu'on sort bientôt de ce contexte-là. Mais le lieu de l'entreprise, du bureau, pourra être quand même jouer ce rôle un peu de ciment et de cohésion sociale dans l'entreprise. Hein. On est une réalité un peu animale. Hein. On a besoin de ce lien social. Et ne pas oublier que chacun apporte à l'autre dans des échanges formels, informels. Beaucoup d'études l'évoquaient, la productivité a augmenté, l'engagement est resté bon. Le questionnement qui pouvait subsister était autour de l'innovation. Est-ce qu'il ne faut pas aussi conserver des moments communs de partage tous ensemble pour favoriser l'innovation? On va en avoir besoin. Donc oui, c'est encore un équilibre à trouver. Damien Seillard, vous, oui? Les défis de demain, effectivement, je pense que le Covid a montré une formidable agilité de nos entreprises. Donc ça a été assez extraordinaire. Donc je pense que l'organisation du travail, c'est en route. La dynamique est lancée, elle s'accélère. Donc ça, c'est assez formidable. Donc les vrais enjeux de demain, c'est plus de répondre aux besoins de futurs métiers, des métiers nouveaux qu'aujourd'hui on n'arrive pas forcément à totalement anticiper, en termes de formation notamment, où il y a des pans de compétences où les entreprises recherchent effectivement à recruter sur des formations ou des compétences qui ne sont pas encore totalement acquises. Donc la formation doit jouer un enjeu formidable dans l'évolution des métiers de demain. Quels sont-ils, ces métiers de demain? Pour en citer quelques-uns. Dans tout ce qui est digitalisation, il y a une vraie transformation aujourd'hui. Et il y a effectivement des métiers qu'on ne connaît pas encore véritablement. Alors, il y a eu beaucoup d'évolutions sur le data mining, sur toute cette partie très forte de la gestion des données. Sans doute, il va y avoir des nouveaux métiers dans ce domaine-là.
Le data peut vous aider d'ailleurs, vous, à recruter. Les données peuvent vous aider, clairement. C'est un allié pour vous, recruteur. Ouais, elles sont importantes. Elles sont très importantes. Après, il faut savoir les lire, il faut savoir les analyser, il faut savoir s'en servir. S'en servir. C'est une des thématiques développées lors de ce congrès et qui va dans le sens des propos de Damien. Mais sur les métiers de demain, alors ce sont des métiers d'aujourd'hui, mais qui ne sont pas encore complètement matures, mais plus de données, plus de data. Les enjeux de cybersécurité aujourd'hui, ils explosent parce qu'on digitalise, on travaille à distance, on partage de plus en plus d'informations, mais quand nous discutons déjà avec des grands groupes qui essayent d'avancer par rapport à ça, ils l'avouent, ils n'ont pas encore de certitude sur ce que peut être leur protection de leurs données. Bien sûr. C'est typiquement un métier qui, aujourd'hui, à la fois est sous tension et va sans cesse évoluer avec des compétences qui ne sont pas encore complètement définies. Sur ce sujet, juste pour compléter, donc typiquement, nous, les données, c'est ce que l'on manipule au quotidien avec des centaines de milliers de candidats et donc de candidatures. Et donc, on a un très gros sujet sur à la fois le RGPD et puis par ailleurs sur le respect de la privacy et justement aussi de la sécurité. Et l'enjeu, il est effectivement là pour nos propres besoins, sur le recrutement, sur le recrutement de ces compétences-là, qui vont nous garantir à la fois que nos algos puissent travailler la donnée pour permettre, justement, nous travaillons avec des cabinets de recrutement tels que Michael Page, pour leur apporter les bons candidats, et par ailleurs garantir aux candidats aussi le fait que le respect de ces données personnelles et le fait que de son côté on lui propose des bonnes offres. Donc on est sur des sujets assez importants et on constate que le recrutement, en tout cas nous le siège de la société est à Rennes, le recrutement est un petit peu moins compliqué lorsqu'on est sur des métropoles en périphérie plutôt qu'à Paris où là les tensions sont vraiment très très fortes et poussent les salaires à la hausse de façon aussi très très forte. Mais ça se mérite de vivre à Paris. Surtout sur la dernière année, oui, tout à fait. Bon, c'était le mot de la fin, je voulais chipper. Merci beaucoup de votre participation, Patrick Favre, Damien Saillard, Stéphane Théry et David Beaurepaire. Bonne soirée. Et je mentionne le partenaire in situ de cette conférence ô combien intéressante. Merci. Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci.